Ludowici est une petite ville de Géorgie située non loin de Savannah et de Fort Stewart. Il n'y a qu'un feu de signalisation et pas beaucoup d'industrie par là-bas. Tout le monde se connaît, pour ainsi dire. C'est une petite ville un peu oubliée du temps. C'est pour ça que le 10 décembre 2007, tout le monde s'est demandé pourquoi l'une des habitantes avait disparu. You're watching the award-winning WTOC TV, Channel 11, the Southeast news leader. Yellow tape wraps around Deborah Gale Moody's mobile home. Her car sits right outside, and investigators say everything inside seemed normal too. It was almost like she disappeared. She just poofed. It's just like she went out, just poofed. Je l'appelais tous les jours, ou presque. Le 4 décembre, je lui avais parlé dans la matinée et je lui avais dit « Appelle-moi quand tu seras rentrée ». Elle avait répondu « OK » et elle ne m'a jamais appelé. Investigators say inside showed no signs of struggle. The only thing missing was her. She chose to live so far out in the country because she is self-sufficient and independent even in the middle of a divorce. Gail était quelqu'un de très discret. Sa maison était éloignée de tout et elle se sentait très bien là-bas. Elle habitait dans un mobil-home qu'elle avait acheté et qui se trouvait sur la propriété de mon frère. Randy possédait une surface de 80 hectares environ. Donc je l'ai appelé et je lui ai demandé s'il pouvait aller voir chez elle si tout allait bien. There was no trace in the trailer where she lived. They didn't find anything around in the yards. Nothing. On était à Atlanta quand j'ai reçu l'appel de Mélanie me disant que Gail avait disparu. Ça m'a complètement retourné. J'ai fondu en larmes. C'était très dur, vraiment. J'avais un très mauvais pressentiment. Relatives have said Deborah liked living on the farmland for peace and seclusion. Investigators said if she'd had nearby neighbors, they may have provided some insight in this missing persons mystery. Je me disais, il y a un problème, parce qu'elle m'appelait toujours. What do you think happened? I think somebody kidnapped her. I really do. Gail a grandi dans une ferme en Géorgie. Dans son enfance, si on l'avait laissée faire, elle serait restée sur un cheval toute la journée. Elle avait un grand frère du nom de Jeffrey. Ils étaient un peu casse-pieds tous les deux. Ils avaient 13 mois d'écart, donc c'était comme des jumeaux. Elle était adorable quand elle avait décidé de l'être, mais elle pouvait être très vilaine quand elle le voulait. Mais c'était quand même une enfant facile. Même plus tard, en grandissant, elle ne m'a jamais posé le moindre problème. Elle était toujours prête à aider. C'était quelqu'un de très ouvert et de très avenant. Elle avait le cœur sur la main, vraiment. À 42 ans, Gail est également une mère dévouée. Son fils Christian, âgé de 23 ans, fait ses études supérieures dans une université de Floride. Une maman extra. Elle adorait son fils. Il s'allongeait sur la pelouse pour observer les nuages et il leur donnait des noms. Elle ne roulait pas sur l'or, mais elle s'arrangeait pour qu'il ne manque de rien. Ils étaient vraiment très proches. Elle ne l'aurait jamais quitté comme ça pour partir quelque part. Elle l'aurait averti. Vous avez déjà vu des gens qui disparaissent comme ça, vous? Donc on a continué à espérer qu'elle reviendrait. Reviens, Gail. Reviens. A few feet away, anxious relatives and friends wait for any word on her disappearance. Her mother, her son, and her stepfather drove up from Florida when someone reported her missing Monday. When we reflected back as to when was the last time we had talked to her, it was only like 5 or 6 days ago when we had talked to her on the phone.
Her car sits right outside. Ty Smith from the Long County Sheriff's Office says 5 days passed from when anyone saw her last to when they reported her missing. Quand je me suis rendu chez elle, j'ai constaté qu'il n'y avait aucun désordre. Tout était bien rangé. Sa voiture était là, donc je me suis dit qu'elle avait dû partir avec quelqu'un. Mais alors que l'inspecteur Smith poursuit son examen de la petite maison, quelque chose attire son attention. Son sac était là. Personne ne sort sans son sac, et encore moins une femme. Mais hormis cet indice, il ne trouve ni empreinte suspecte, ni preuve tangible de quoi que ce soit. We had to start working backwards to start interviewing people and try to get some information of where this person might have wound up going. Il interroge la famille de Gail qui est venue sur les lieux. Ils m'ont dit qu'elle était appréciée des autres, qu'elle avait une personnalité agréable. À aucun moment ils n'ont évoqué de consommation de drogue ni d'alcool. This would not be characteristic, not with everything that we've seen. And it's just really mind-boggling as to what's really happened to her. Deputies searched the farmland around her home Tuesday with no results. Ty Smith and others remain baffled. Je leur ai dit, vous pensez qu'il s'agit d'un cambriolage comme un autre, ou bien que ça la ciblait, elle précisément. On ne néglige aucune piste. But every hour that rolls by makes that wait even harder. Dow Kennedy, WTOC News. Je me disais que soit quelqu'un l'avait enlevé, soit il lui était vraiment arrivé quelque chose. On en a discuté avec le shérif et il a dit « On va demander au GBI de nous aider parce qu'ils ont plus de moyens. » Personne ne l'avait vue depuis plusieurs jours. Donc on a voulu savoir ce qu'elle avait fait en dernier, à qui elle avait parlé. Sa mère, Mélanie, nous a expliqué qu'elle lui avait parlé pour la dernière fois le 4 décembre avant qu'elle aille à son travail. Gail travaille dans les bureaux d'une entreprise de travaux publics située sur la base militaire de Fort Stewart. Je m'y suis rendu et j'ai demandé à son patron à quand remontait la dernière fois qu'il l'avait vue. Celui-ci, un certain Rick Dennis, déclare n'avoir rien remarqué de spécial concernant Gail ce jour-là. Il se souvient toutefois de quelque chose de très important. Gail a raccompagné l'un de ses collègues en partant ce jour-là. Elle est partie avec Gerald Brancham. Et c'est la dernière fois qu'elle a été vue. Gerald Brancham, 42 ans, s'est lié d'amitié avec Gail peu de temps après l'arrivée de la jeune femme dans l'entreprise. Des collègues affirment que Gail l'a déjà raccompagnée par le passé. Mais cette fois, c'est différent. Il a été établi que le collègue est retourné à son travail le lendemain, contrairement à Gail. J'ai voulu lui parler, mais le patron m'a dit qu'il l'avait licencié. J'ignore pourquoi. Et il m'a donné l'adresse qu'il avait dans ses registres. On y est allé, mais il n'était pas là. La dame qui était sur place nous a dit qu'il avait pris quelques affaires et qu'il était parti. Et là, on a eu le déclic. Il faut absolument qu'on parle à ce type. Il faut qu'on mette la main dessus. You're watching the award-winning WTOC TV, Channel 11, the Southeast News Leader. What happened to Gail Moody? Investigators are still hoping you can help answer. We don't know one thing. We don't have one piece of evidence of anything. Anxious relatives wait for any word on this missing persons mystery. L'inspecteur Ty Smith suspecte Gerald Brancham, un collègue de Gail Moody, avec qui elle a été vue pour la dernière fois, d'être responsable de sa disparition, car il semble vouloir échapper à la police. J'ai demandé à son patron s'il pouvait le faire venir, sous prétexte de lui donner sa paye, et il m'a dit « Oui, on peut faire ça. Vous pouvez appeler ça un coup monté, mais c'est comme ça qu'on a pu le voir. » Je me suis approché, je lui ai dit « Il faut qu'on parle. » Et lui « D'accord, mais je n'ai rien fait. » Il nous a dit qu'il était allé chez son frère et que si on n'avait pas pu le joindre, c'est parce qu'il avait perdu son téléphone portable.
Et il a ajouté, elle m'a ramené chez moi comme elle l'avait déjà fait par le passé. Et je ne l'ai pas revu depuis. Mais l'inspecteur Smith n'en croit pas un mot. Il me disait ce que je voulais entendre. Mais son discours sur ce qu'il avait fait ou dit n'était pas très cohérent. Et puis, il essayait de monopoliser la parole. Il parlait et parlait sans jamais s'arrêter. Et il a cité plusieurs personnes au cours de notre entretien. Les personnes mentionnées par le suspect corroboreront ses dires. L'inspecteur Smith l'autorise à partir et retourne à son bureau pour vérifier son alibi. Mais il a à peine commencé qu'un appel téléphonique provoque un rebondissement dans l'enquête. Il émane de Lynn Anderson, une amie de Gail. Lynn a affirmé avoir vu Gail ce soir-là, après qu'elle a ramené un collègue chez lui. Elle s'est arrêtée dans un magasin pour acheter une caisse pour chien et son ami l'a aidée à la descendre de la voiture. Ça nous a permis d'établir que son collègue n'y était pour rien dans sa disparition, puisqu'elle avait été vue après. Et ses faits et gestes à lui ce soir-là ont été confirmés. Retour à la case départ. Les enquêteurs modifient leur approche. Dans une affaire de disparition, on commence en général par enquêter sur les personnes les plus proches, membres de la famille, collègues, voisins. La famille fournit aux enquêteurs le nom de personnes évoluant dans l'entourage proche de Gail. Elle avait beaucoup d'amis proches. Laurie était Lindell, Laurie Arrowwood et Shelley Lumpkin aussi. Elles mangeaient souvent ensemble, elles cuisinaient et elles se rendaient souvent visite. Elles ne se quittaient pas. En interrogeant ses amis, les enquêteurs en apprennent davantage sur son mariage, qui s'est soldé par un échec. Gail et son mari étaient sur le point de divorcer. Elle avait dit à ses amis que son comportement n'était pas acceptable. Les enquêteurs apprennent que Jeff Moody était son second mari. Ils s'étaient mariés en 2004, mais ils se connaissaient depuis des années. Jeff avait grandi pas loin de chez nous et on connaissait bien sa famille. Gail et lui étaient allés à la même école, ils jouaient souvent ensemble. Et quand elle a eu dans les 40 ans, ils se sont à nouveau rapprochés. Ils s'entendaient très bien quand ils se sont mariés. Et puis après, ça s'est détérioré. Le fils de Gail est adulte, mais les enfants de Jeff sont encore jeunes. Une situation compliquée à gérer pour la jeune femme parallèlement à sa carrière professionnelle. Les repas et la maison, il ne voulait pas en entendre parler. Et c'est elle qui devait emmener ses enfants à l'école. Or, elle ne pouvait pas faire tout ça en plus de son travail. Et il la rabaissait beaucoup aussi. On ne rabaisse pas les gens, on doit les tirer vers le haut. Donc c'était compliqué. En mai 2006, Gail quitte le domicile conjugal et entame une procédure de divorce. Il avait une nouvelle petite amie. Avant même que le divorce soit prononcé, il vivait déjà avec une autre femme. Ça jasait parce que l'ex-mari avait une nouvelle relation. Dans une petite ville comme celle-là, les rumeurs vont très vite. Mais c'est un autre détail qui aiguise la curiosité des enquêteurs. De ce que j'ai compris, ils avaient souscrit une assurance et c'était lui le bénéficiaire. Donc, si elle était amenée à disparaître suite à un événement tragique, il y aurait de l'argent en jeu et ça pouvait être un mobile. Les enquêteurs pistent Jeff Moody pour pouvoir lui parler. Ils lui ont demandé ce qu'il avait fait, à quand remontait la dernière fois qu'il lui avait parlé, s'il avait des contacts avec elle ou s'il l'avait vue. Toutes sortes de questions. Il était très calme et il répondait à toutes les questions. Bien que leur relation soit parfois conflictuelle, Jeff Moody nie être lié de près ou de loin à la disparition de son ex-femme. Il appartenait à la garde nationale et il nous a dit qu'il était en déplacement pour une mission d'entraînement à peu près au moment où la jeune femme a disparu. L'inspecteur Smith se fait confirmer par l'organisme que Jeff était bien mobilisé au moment de la disparition de Gail. De plus amples recherches permettent aussi d'éliminer le mobile financier. J'ai constaté que l'indemnisation prévue par le contrat d'assurance était très peu élevée. Ça n'allait pas du tout chercher dans les 300 000 $ par exemple, c'était très peu. L'inspecteur Smith n'a plus aucune piste solide.
Les enquêteurs n'ont d'autre choix que de se concentrer sur les recherches destinées à retrouver la jeune femme. Driving in, you realize just how remote this area is. One dirt road surrounded by dense brush in Long County. We're searching this area to see if maybe she's in this area. On a demandé l'aide de la patrouille aérienne de l'État de Géorgie et on a survolé la forêt située tout autour de son mobil-home. With the sun setting, crews have finished up their search for today. They say they've got about 2,000 acres to search, and tomorrow they've still got 5 parts of their grid to finish up. Deputies say this area is only frequented by hunters and that they've never searched here before. If you don't try, you won't know. And that's what we're doing. We're going to try, and we're going to keep trying until it seems futile. Pendant ce temps, les amis et la famille de Gail contribuent comme ils peuvent à la progression de l'enquête. Oh là là, on en a posé des affiches. Partout. On a même disposé des récipients pour recueillir de l'argent pour la récompense. In addition to raising reward money, Gail Moody's mother is spreading word throughout the community via billboards. Somebody knows something. Somebody has got to have seen something, heard something. Somebody knows something. Some little tiny thing could really help the GBI. Sur le bord de la route, on voyait la photo d'une jeune femme souriante, avec cette question: pouvez-vous nous aider à la retrouver? La communauté était très mobilisée. Tout le monde appréciait Gail. Je me souviens, je récoltais de l'argent et je suis allée chez Shelly Lumpkin. Et toutes les deux, on a littéralement fondu en larmes. Durant les semaines qui suivent, la famille de Gail organise des veillées aux chandelles, tandis que ses amis la cherchent sans relâche. C'est alors qu'en janvier 2008, une autre femme, Meredith Emerson, disparaît à son tour dans l'État de Géorgie. Mais cette fois, un suspect est rapidement identifié. Last night, police near Atlanta detained a 61-year-old man classified as a person of interest in the disappearance of missing hiker Meredith Emerson. And while authorities found Gary Michael Hilton, there was no sign of the 24-year-old Emerson who set out for a New Year's Day hike with her dog. Gary Hilton était un tueur en série connu pour s'être attaqué à des personnes qui se promenaient et campaient dans l'État de Géorgie, de Floride et aussi de Caroline du Nord. Les victimes de Gary Hilton sont le plus souvent des femmes qui l'enlèvent en pleine campagne. Gail Moody vivait seule et à plusieurs kilomètres d'autres habitations. Au milieu d'une zone très boisée. La famille de la jeune femme estime que les circonstances sont troublantes. On se demandait s'il n'était pas venu la chercher jusque chez elle. J'en tremble encore. En janvier 2008, un mois après la disparition de Gail Moody, Gary Hilton est inculpé pour l'enlèvement de Meredith Emerson au cœur de la Géorgie. Le corps est retrouvé et l'auteur plaide coupable concernant le meurtre de la jeune femme. Les enquêteurs font rapidement le lien avec d'autres homicides survenus en Floride et en Caroline du Nord. Gary Hilton était connu pour cibler les promeneuses dans les zones rurales. Or, Gail Moody vivait à la campagne. Donc, ce n'était pas un raccourci exagéré d'imaginer qu'il était lié à sa disparition. Mais en l'absence de preuves physiques ou indirectes permettant de faire le lien avec Gail Moody, les enquêteurs et la famille sont démunis. C'était extrêmement rageant. A field of sweet onions grows across from Deborah Gail Moody's home, marking a new season in her disappearance. Friends saw her last here at her home in early December. Ty Smith and others remain baffled. We have no information showing that this was any foul play whatsoever. Right now, it is just like the lady has just disappeared out of thin air. Smith says the longer this case drags on, the harder it becomes to solve, and it could get even colder when the owners of this trailer haul it away because no one has made payments on it for 4 months. Near Ludowici, Dow Kennedy, WTOC News.
L'enquête était au point mort. Personne n'avait laissé tomber ni classé l'affaire. Mais on n'avait aucune piste nouvelle à suivre. Rien à quoi se raccrocher. Août 2008. 8 mois après la disparition de Gail, une piste étonnante s'offre soudain à l'inspecteur Smith. Le bureau du shérif du comté de Liberty m'a appelé pour me dire qu'un détenu du nom de Dante avait des informations sur l'affaire dont je m'occupais. Le dénommé Dante informe l'inspecteur qu'un ancien compagnon de cellule lui a confié avoir tué Gail Moody. Au cours d'une discussion, il lui a dit qu'il s'était rendu chez elle, que quelque chose s'était passé et qu'avant qu'il ait eu le temps de comprendre, Gail était morte. Dante livre un nom, celui de Marvin Jeffs, qui est ce que la police appelle un habitué des commissariats. Il était connu des services de police pour vol, conduite en état d'ivresse aussi, je crois, et différentes infractions liées à la drogue. Il avait fait plusieurs séjours en prison et avait été mis en liberté conditionnelle. On le soupçonnait aussi d'avoir vendu de la méthamphétamine. Bien que Marvin Jeffs soit souvent derrière les barreaux, les enquêteurs s'aperçoivent qu'il n'était pas en prison le 4 décembre quand Gail a disparu. Ils découvrent en outre un lien entre les deux personnes. Marvin était plombier. Il était venu faire des travaux dans le mobil-home 1 ou 2 fois. La police interroge des personnes qui le connaissent et obtient des informations troublantes. Marvin répétait à qui voulait l'entendre qu'il était responsable de la disparition de Gail. Il disait aux gens qu'il l'avait violée, puis tuée. Les gens appelaient pour dire qu'ils étaient allés à une fête où il en avait parlé. On recueillait des tas de témoignages qui disaient « J'ai entendu Marvin dire ça » ou « Marvin m'a dit que... » Il laissait entendre de façon indirecte aux femmes « Si tu ne m'embrasses pas ou s'il ne se passe pas quelque chose entre nous, tu vas finir comme la nana qui a disparu. » Il était comme ça. Ce n'étaient que des preuves testimoniales, mais elles étaient toutes concordantes. J'étais sûr à 100% qu'il était impliqué là-dedans. J'en étais convaincu. C'était un tournant. On allait peut-être enfin comprendre ce qui était arrivé à Gail. Donc, je lui ai demandé de venir pour que je l'interroge. L'homme accepte à contre-cœur de se rendre au commissariat le lendemain, mais ne se présente pas. J'ai trouvé où il travaillait. Je m'y suis rendu. Je me suis présenté et j'ai dit « J'aimerais vous parler ». Donc on s'est assis dans ma voiture et je l'ai interrogé. Il ne m'a jamais regardé une seule fois pendant toute l'entrevue. J'ai remarqué qu'il tapait du pied gauche sur le plancher de la voiture. Il m'a dit qu'il connaissait à peine Gail. Mensonge. Mensonge. Je savais bien qu'il me mentait en réponse à mes questions. Et puis il m'a dit « C'est fini, je vous parlerai plus. Foutez-moi la paix. » Et c'est là que je lui ai dit « Vous voulez vous innocenter? Et comment je ferai? C'est facile. En vous soumettant au détecteur de mensonges, s'il ne trouve rien, on vous laisse tranquille. » Contre toute attente, l'homme accepte de faire le test le lendemain. Il s'est rendu à l'endroit d'où on devait l'emmener se soumettre pour la première fois à un détecteur de mensonges. Il est monté dans la voiture et c'est là que ça s'est compliqué. Il y avait un autre représentant des forces de l'ordre avec moi dans la voiture. Il nous a regardés et il a dit « C'est hors de question que je me soumette à ça » et il est parti. On a reprogrammé la séance qui a bien eu lieu, mais ça n'a rien donné de très concluant. On lui a donc demandé s'il avait pris des médicaments avant de venir. Et il a reconnu avoir pris du Xanax la veille au soir, ce qui explique sans doute les résultats qu'on avait. À la troisième tentative, on a constaté qu'il avait répondu par un mensonge à l'une des questions. Il s'en est suivi un interrogatoire par 2 autres policiers, lors duquel il a soutenu n'y être pour rien dans la disparition de Gail. On a fini par perquisitionner son domicile. There was a flurry of activity at a local residence today as investigators from the GBI and the Long County Sheriff's Office executed a search warrant in connection with the Gail Moody investigation.
A source speaking off the record told us that CSI technicians are hoping to find evidence that will answer the question of what happened to Gail Moody, who has not been seen or heard from in over 6 months. La perquisition était justifiée par des informations en notre possession, selon lesquelles il avait filmé certains de ses ébats avec des femmes à leur insu. On se disait que s'il avait fait quelque chose avec Gail, il l'avait peut-être filmé. On était plusieurs et on a fouillé la maison de fond en comble. Mais on n'a rien trouvé qui le relie à notre affaire. Marvin Jeffs s'est vanté auprès d'un ami que le bureau d'enquête de Géorgie n'ait rien trouvé, ajoutant qu'il ne trouverait rien. On était tous assez perplexes. On a poursuivi les recherches dans la zone située autour de sa maison et près de l'étang non loin de là, en espérant trouver le corps ou quelque chose qui nous dirait ce qui était arrivé à la jeune femme. On avait des informations selon lesquelles il aurait enfoui le corps de Gail sous une dalle de béton près de chez lui. Donc, on a procédé à des recherches en extérieur, munis d'un radar géologique. C'est un outil qui détecte les changements de milieu dans le sol. Ça n'a rien donné. C'était très contrariant. Plus le temps passe, plus la police, qui ne dispose d'aucune preuve, prend conscience de quelque chose. Il racontait mensonge sur mensonge. Marvin était quelqu'un qui cherchait les ennuis et il était réputé pour raconter n'importe quoi. Les enquêteurs en viennent à penser que ces déclarations ne sont que du vent. Je me disais que s'il avait fait ça, c'était sûrement pour entretenir une certaine image de lui-même et susciter la peur chez les autres. Je pense qu'en disant qu'il était impliqué dans l'affaire, il espérait renforcer son image de gros dur auprès des gens, de gars capable de tuer quelqu'un. Le seul rôle qu'il a vraiment joué là-dedans, c'est qu'il m'a donné beaucoup de fil à retordre. On était à nouveau dans l'impasse. All right, folks, we're going to have a word of prayer because people are missing all over the world. But you know, the thing about it is, if it was your child missing, you'd want somebody to be thinking about your child. Many times I picked up the phone and tried to call her, and then I realized she's not here to talk to. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Je téléphonais aussi à des gens pour leur parler et leur demander de m'aider à surmonter tout ça. Mais on ne surmonte jamais, c'est impossible. Ça devient moins pénible, mais on ne surmonte jamais. C'était de pire en pire. On se raccrochait désespérément au moindre indice la concernant. Puis, le samedi 25 décembre 2010, soit près de 3 ans après la disparition de la jeune femme, la tragédie frappe à nouveau. Dans la même communauté. 42-year-old military wife Lori Arrowwood seemingly vanished from her Long County home. Despite the signs, there's no trace of what happened to her. La fille de Lori Arrowwood, Jessica, alors adolescente, explique à la police que sa mère était à la maison ce matin-là. Quand elle est revenue vers 18h30, la voiture était bien là, mais il n'y avait plus aucune trace de sa mère. Ils ont contacté son mari qui était mobilisé au Moyen-Orient et qui est tout de suite rentré en avion. Faire un trajet pareil en sachant que votre femme a disparu, ça a dû être une véritable torture. Nathan Arrowwood sat restlessly in his home. Lori's friends and family alerted him in Iraq last Sunday of her disappearance. And I feared that I would never see my wife again. You know, you get that gut feeling about things, and I had it. A spokesperson for Lori Arrowwood's 2 teenage daughters said that they are holding up as best they can, but they asked for the prayers of the community during this most devastating time. Plus les gens ont entendu parler de l'affaire,
plus ils se sont posés de questions. Ils disaient « Elle ressemble énormément à Gail et inversement. » Ou « Il n'y a que quelques kilomètres de distance. Est-ce qu'il y aurait un lien ?» The GBI wouldn't elaborate, but Long County Sheriff Cecil Nobles says there is evidence that they are related. 3 ans après la disparition de Gail Moody en Géorgie, une autre femme habitant la même zone, Laurie Erewood, disparaît à son tour. On a diffusé la photo de Laurie aux informations, et parmi les gens qui l'ont vue, certains ont dit « Elle ressemble un peu à Gail Moody. C'est étrange. » Les 2 femmes avaient des physiques semblables et avaient disparu dans des zones qui, à vol d'oiseau, n'étaient pas très éloignées. Mais il y a entre les deux un lien encore plus évident que l'aspect physique et le lieu. Elles se voyaient souvent. Elles faisaient du cheval ensemble, par exemple. Laurie était une amie de Gail, et puis elle a disparu, elle aussi. Ça nous paraissait étrange. La zone est passée au peigne fin à la recherche d'indices qui permettraient de localiser Laurie Erewood. Les policiers ont interrogé la famille et les amis proches à de nombreuses reprises. Le mardi 28 septembre au matin, soit 3 jours après la disparition, la police décide de contacter une amie de Laurie et de Gail, Shelly Lumpkin. Elle allait être interrogée dans le cadre d'une enquête classique suite à une disparition. Shelly et son mari Kenneth, qui était agent pénitentiaire, habitaient Ludowici, un peu plus loin sur la route le long de laquelle Gail avait son mobil-home. Quand ils se sont arrêtés devant leur maison, Kenneth est apparu très nerveux. Et il semblerait qu'il ait des raisons de l'être. La police apprend que l'homme fait des petits travaux au noir et qu'il a vu Laurie le jour même de sa disparition. Laurie l'avait fait venir chez elle pour effectuer plusieurs réparations. Ça a tout de suite éveillé les soupçons, bien sûr. Son comportement ainsi que le fait qu'il ait été l'une des dernières personnes à voir Laurie pousse les enquêteurs à se concentrer sur lui. On l'a fait venir au commissariat et on l'a interrogé. Kenneth Lumpkin dit à la police qu'une fois les travaux terminés, il a emmené Laurie faire un tour dans sa voiture et qu'ils se sont disputés. She just up and started to accuse you of rape. Yes. Okay. Did she ask you for money? Then what happened? Pulled her up. I told her to get up and pulled her. Kenneth a dit qu'il l'avait jetée hors de la voiture. Là-bas, en pleine forêt. L'homme accepte de conduire la police sur le lieu où il se souvient avoir laissé Laurie 3 jours plus tôt. Il les a conduits à l'endroit où se trouvait le corps et il a reconnu l'avoir tuée. Kenneth Lumpkin a beau avouer le meurtre de Laurie Erewood, les enquêteurs n'en ont pas terminé avec lui pour autant. Ils l'ont interrogé de façon indirecte au sujet de Gail Moody. Something else that I want to ask you about. This lady was, a couple of years ago, was in this area and she was missing. People were going to speculate. On a cru qu'on allait régler l'affaire, qu'il allait nous dire où elle était, qu'on allait la retrouver et que ce serait terminé. And without me answering, asking, and without me, people were going, she was homesick. Okay, the day that she came up missing. How do you know that? Cette dernière réponse a fait l'effet d'une bombe parce que Gail avait disparu le lundi, mais plusieurs jours s'étaient écoulés avant qu'on annonce sa disparition. Donc personne ne savait vraiment quel jour elle avait été vue vivante pour la dernière fois. Mais lui semblait savoir que c'était ce jour-là qu'il était rentré du travail parce qu'il était malade. Investigators announced this morning they charged Lumpkin, a family friend, with Laurie Erewood's murder.
Lumpkin has been in the middle of grieving friends and family offering support all week. Come out to a search and rescue knowing that you're responsible for the pain that the family is going through and that you're the cause of it. It's beside me. And it was terrifying. She was trusting, and nobody ever suspected him to do that, you know? I mean, truthfully, I never liked the guy. Après l'arrestation de Kenneth Lumpkin, les enquêteurs se concentrent à nouveau sur Gail Moody. Nombreux sont ceux qui pensent qu'elle a été sa première victime. Ils l'ont bombardé de questions sur la jeune femme et sur leur relation. Et il a expliqué qu'il habitait près de chez elle, qu'ils faisaient du cheval ensemble et qu'ils étaient amis. Mais il n'avouait toujours rien concernant sa disparition. Personne ne le croit. 2 femmes avaient disparu. Elles le connaissaient toutes les deux. Ça faisait trop de coïncidences pour ne pas le soupçonner. C'était lui qui avait fait ça, même s'il disait qu'il ne savait pas où elle était. C'était des salades, ça. Laurie Arrowwood's body found here last week. Now authorities hope they'll find Gail Moody's. We're searching this area to see if there's any possible relation or maybe she's in this area. Moody disappeared from her home 3 years ago, and there's been no trace of her ever since. Her mother says Kenneth Lumpkin was friends with Gail Moody, even neighbors at one point. So now the search is on. 5 cadaver dogs at it all day. C'était logique de penser retrouver le corps de Gail à peu près au même endroit que celui de Laurie. Certains tueurs en série ont un lieu de prédilection où ils enterrent leurs victimes. Ça leur permet de leur rendre visite dans un seul et même endroit. Ils ont exploré toute la zone, jusque dans ses moindres recoins, pour tenter de la retrouver. Mais ça n'a rien donné. Le 19 août 2013, Kenneth Lumpkin plaide coupable et se voit condamné à la prison à vie pour le meurtre de Laurie Arrowwood. Il niait toujours toute implication dans l'affaire Moody. Et de notre côté, on n'avait pas d'éléments supplémentaires à lui opposer. On n'avait que des présomptions à son égard, en tant que voisin et ami de Gail. J'ai eu une discussion avec Madame Clark après ça, et elle était en colère. Elle était convaincue qu'il y avait un lien entre les deux affaires. J'ai de la rage en moi. Et j'essaie de faire en sorte qu'on ne me voit pas quand ça me prend. Je reste dans mon coin et je fais ce que j'ai à faire. Je ne voudrais pas que Christian, son fils, me voie comme ça. And 10 years after her disappearance, Moody's family is still left to wonder. We just don't know a thing. That's what makes it so hard. And Moody's family says ending the not knowing would finally give them some closure to this mysterious and haunting case. We could have some peace. Ça a été le statu quo pendant une dizaine d'années. Et puis, le shérif Nobles m'a appelé un jour pour me dire qu'ils allaient faire une déclaration le lendemain au sujet d'une affaire qui sortait de l'ordinaire. J'ai demandé l'affaire Moody. The search for answers may finally be over for one local family. Deborah Gail Moody went missing in Long County 11 and a half years ago. Now the GBI says her killer has confessed. Les gens changent avec le temps. Donc on a décidé de faire une nouvelle tentative pour obtenir des aveux de Kenneth Lumpkin. Cette fois, les enquêteurs proposent un marché aux détenus. During the latest interview with the GBI, Lumpkin was offered immunity in exchange for the information about Moody's disappearance. Il s'est assis, il a regardé la feuille, et je n'oublierai jamais cet instant où il l'a posée. Il nous a regardés et il a dit « Ok, je vais tout vous dire ». Kenneth Lumpkin se livre enfin au sujet de la journée où Gail Moody a disparu.
Il a commencé par nous dire qu'il s'était rendu chez Gail sous prétexte de lui demander des conseils. Il voulait savoir ce qu'il pouvait acheter comme cadeau de Noël à sa femme. Ce qu'il nous a dit montrait quelqu'un qui était tiraillé entre des sentiments contraires. Il a dit « j'avais de mauvaises pensées ». Et il a ajouté « et je l'ai fait ». Et nous, bien sûr, « fait quoi ?» Il a répondu qu'il avait essayé d'abuser d'elle sexuellement, chez elle. Mais n'y parvenant pas, il élabore un autre plan. Il l'a attrapée, il l'a mise dans le coffre de sa voiture et il a roulé jusque chez ses parents à lui. Il n'était pas chez eux. Il a essayé de la violer à nouveau, mais il n'a pas davantage réussi. Et à ce moment-là, c'est là qu'il a avoué qu'il l'avait étranglée. Après, il a repris sa voiture et il a abandonné le corps dans la forêt. La police tente de localiser les restes du cadavre. On n'a pas retrouvé le corps, mais on a pu corroborer certains détails que seuls les enquêteurs et lui connaissaient. Avec les aveux de Kenneth Lumpkin, la police, la communauté et la famille disposent enfin d'un semblant de dénouement. J'en ai pleuré. Et ça risque de me reprendre. J'ai passé beaucoup de temps sur cette affaire pour que la famille puisse tourner la page. On peut tourner la page quand on sait où est la personne et qu'on sait qu'on peut continuer à vivre sans avoir à s'inquiéter à son sujet. On sait qu'elle est là-haut et que ça va aller pour elle. Il n'est pas un jour sans que je pense à Gail. Si vous saviez, elle me manque énormément. Je l'aimais de tout mon cœur. Il n'y en avait pas deux comme elle. Je suis forte. C'est dans ma nature. Mais quand ça me tombe dessus, c'est très douloureux. Ce qui me manque le plus chez Gail, c'est quand elle me prenait dans ses bras et qu'elle m'embrassait. Elle avait un sourire magnifique. Il me manque ce sourire.